Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment la France abandonne ses propres citoyens en Afrique. Militants politiques, otages de groupes terroristes, journalistes, simples citoyens binationaux et même officiels français. Ils sont nombreux à avoir été sacrifiés sur l'autel de la France-Afrique. Pour ne pas froisser les dictatures amies de la France sur le continent, pour protéger ses intérêts, pour garder ses secrets. Notre pays n'hésite pas à mettre en danger ou même à laisser mourir ses enfants. Je vais vous raconter toutes ces vies innocentes, brisées, broyées au nom de la raison d'État, tandis que d'autres citoyens français, bien plus coupables, ont été protégés pour d'obscures raisons. Je peux vous le dire, vous n'êtes pas prêts à entendre ce qui va suivre. Le drame de l'Afrique, c'est que l'homme africain n'est pas assez entré dans l'histoire. La France, elle est liée à l'Afrique. Il y a comme une convergence d'intérêts communs. Mais vous m'avez parlé comme si j'étais le président du Burkina Faso. Quelque part, vous me parlez comme si j'étais toujours une puissance coloniale. L'idée de cette vidéo m'est venue lorsqu'on m'a appelé à l'aide. Il y a un peu plus d'un mois, j'ai été contacté par la famille de Bertin Agba, un homme d'affaires togolais qui avait eu le malheur de se fâcher avec le dictateur local, Faure Gnassingbe. Bertin Agba était parti en exil, en Afrique du Sud, où il est mort l'année dernière. Sa famille, notamment sa veuve, ses enfants et son frère, sont rentrés au Togo cet été pour participer aux cérémonies de deuil qui se tiennent traditionnellement un an après le décès. Le 25 juillet dernier, ils ont tous été arrêtés et conduits au terrible SCRIC, un service d'élite de la gendarmerie que beaucoup qualifient au Togo de police politique. Là-bas, sans aucune preuve, ils ont été inculpés de complot contre l'État, les autorités, les accusant de manière délirante d'avoir financé une attaque djihadiste dans le nord du pays, alors même que ce sont des chrétiens. Depuis lors, 3 membres de la famille Agba sont toujours embastillés, dont la veuve de Bertin Agba, qui est de santé fragile. Qu'on se le dise, le dossier judiciaire que j'ai pu consulter est complètement vide, et ces arrestations ne sont rien d'autre qu'une vengeance du régime de Faure Gnassingbe, qui, faute d'avoir pu attraper Bertin Agba de son vivant, cherche à faire payer sa famille. Mais il n'y a pas que l'attitude des autorités togolaises qui est étrange dans cette affaire. Le comportement de la France pose également beaucoup de questions. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les 5 membres de la famille Agba, il y a 2 Français. Il y a Cyril et Eddy. Eddy, lui, il a été libéré après 13 jours de détention, durant laquelle il n'a reçu aucune visite consulaire. Et jusqu'à présent, son oncle Cyril est maintenu en détention, bientôt 2 mois. À ce jour, il n'a reçu aucune visite, malgré les coups de fil de la famille au Quai d'Orsay, aussi au consulat de France. Les 2 se renvoient la balle. Le Quai d'Orsay dit qu'ils attendent une autorisation de l'État togolais, mais sur un ton assez désintéressé face à l'histoire de ces personnes quand même qui sont accusées de faits assez graves. On parle quand même d'atteinte à la sûreté de l'État et financement du terrorisme. Donc c'est assez étonnant que la France ne réagisse pas. La France n'a pas dit un mot pour demander la libération d'un de ses ressortissants, accusé injustement dans une affaire montée de toutes pièces. Il n'y a qu'une seule raison à ce désintérêt. Emmanuel Macron cherche à ménager Faure Gnassingbe. Dans une Afrique qui coupe peu à peu les ponts avec Paris, le régime togolais ne cache pas ses désirs d'émancipation vis-à-vis de l'Élysée. Faure Gnassingbe a récemment fait venir des mercenaires turcs pour combattre les djihadistes dans le nord du Togo. Macron a donc la frousse que Faure Gnassingbe lui tourne le dos. C'est pourquoi il a fait du président togolais l'un des invités d'honneur des commémorations du débarquement en Provence, mi-août dernier. À cette occasion, le président Macron, qui n'a pas respecté le résultat de ses propres élections, a fait des câlins forts et a salué la richesse de sa relation avec la dictature togolaise. La famille Agba, elle, pourra attendre longtemps le soutien de Paris. L'ambassadeur de France au Togo, le très frileux Augustin Favreau, a visiblement d'autres chats à fouetter et d'autres autocrates à ménager. C'est d'ailleurs ce même ambassadeur qui avait caché ma détention à des journalistes lorsque j'avais été arrêté et brutalisé par le régime togolais en avril dernier, me mettant ainsi en danger. Et je peux vous dire que le drame que connaît la famille Agba est loin d'être isolé. Ismaël Gakoutou, un banquier franco-tchadien, a ainsi été kidnappé par la police politique tchadienne le 10 juillet dernier. Le pauvre homme a tout bonnement disparu de la circulation depuis lors, dans un pays qui n'hésite pas à supprimer les gêneurs. Là encore, la France n'a rien dit, n'a rien fait, pour ne pas froisser le fils d'Éby. Mais la plus célèbre de ces affaires est sans doute celle de Thierry Atangana, un entrepreneur français, juste français, même pas binational, arrêté au Cameroun sur ordre de Paul Biya dans les années 90 et qui passera 17 années dans une geôle de quelques mètres carrés, sans procès et surtout
sans que notre pays ne lève le petit doigt pendant plus d'une décennie. À ce moment-là, vous dites quoi? Vous dites « je suis français, on va me sortir de là », vous dites que la France va intervenir? Qu'est-ce qu'un Français expatrié attend de son pays? Un soutien. Je ne l'ai pas vu. Pas pendant 1 an, pendant 13 longues années. Et maintenant, la preuve que ce soutien est important, quand Bruno Guin vient et qu'il intervient, automatiquement, la situation commence à s'éclaircir. Donc ça veut dire à quel point, si la France avait intervenu les premières années, jamais je n'aurais connu ce que j'ai connu. Alors 4 ambassadeurs vont succéder au Cameroun pendant votre détention. Vous considérez que vous avez été quoi, victime de discrimination, considéré quoi, comme un Français de seconde zone? On ne s'est pas occupé de vous? Tout ce que vous dites, ces mots me touchent parce que c'est la réalité. J'ai été abandonné par la France, ignoré. Aujourd'hui, cette situation perdure. Alors oui, c'est évident. Thierry Atangana, comme la famille Agba, sont victimes de racisme. Il est très courant de rencontrer au Quai d'Orsay, une administration qui a gardé de vieux réflexes coloniaux, des diplomates et des ambassadeurs qui pensent que ces binationaux, ces Français d'origines africaines, sont en fait des citoyens de seconde zone, des métèques qui ne seraient pas dignes d'être secourus, qui ne pèseraient pas lourd face à la préservation de l'amitié avec des Toutankhamon de la France-Afrique, comme Biya ou la dynastie Gnassingbé. Mais le racisme n'est pas la seule explication au comportement honteux de la France vis-à-vis de ses propres citoyens. La question est aussi politique, car la France-Afrique est un rouleau compresseur qui écrase tous ceux qui se mettent en travers de son chemin, qu'ils soient blancs ou noirs. Le cas de Colline Faye en est un parfait exemple. Cette jeune kinésithérapeute, originaire de l'Isère, est partie s'installer au Sénégal, qui deviendra vite son pays de cœur, et où elle finira par militer pour le parti d'Ousmane Sonko, alors principal opposant au président Macky Sall. En novembre 2023, elle est arrêtée alors qu'elle participait à une manifestation pacifique. Pendant 2 mois, elle sera détenue à Dakar, dans des conditions effroyables. Elle ne finira par être libérée et expulsée que grâce à l'intervention de plusieurs députés français de l'opposition. Mais dans son cas aussi, la France officielle, la France d'Emmanuel Macron, n'aura pas fait grand-chose pour la sortir de là. Après la libération, on ne saura jamais exactement. Moi, l'État français ne m'a pas accueilli ni envoyé quelconque message pour célébrer, entre guillemets, mon retour. Il y a eu un silence complet de la part du gouvernement qui, je pense, est complice du gouvernement de Macky Sall. On sait que Macron et Macky Sall ont été très proches, même après, voilà, Monsieur Attal, etc. Mais donc, je pense que ce n'était pas du tout dans leurs intérêts. Après que M. Macron ait félicité Macky Sall pour sa gestion démocratique, ce n'est pas du tout dans l'intérêt de mettre en lumière qu'il y a une jeune Française qui a simplement manifesté ce qui est un droit, qui se retrouve en prison plusieurs mois. Donc voilà, c'était un peu délicat. Il n'y a pas que les gauchistes et les militants politiques que la France met en danger. En juillet 2023, le fidèle allié de la France au Sahel, le président nigérien Mohamed Bazoum, est renversé par des militaires. Macron est fou de rage. Il est prêt à envoyer nos soldats remettre en place Bazoum. En représailles, le nouveau régime ordonne l'expulsion de l'ambassadeur de France à Niamey, Sylvain Ité. Mais Sylvain Ité se croit dans Fort Alamo. John Wayne de pacotille, chapeau colonial vissé sur la tête, il refuse de quitter le pays. Le personnel diplomatique français se retranche dans l'ambassade, se croyant des héros. Dans ce contexte explosif, un Français, Stéphane Julien, est chargé de rapatrier les affaires du personnel diplomatique, de leur domicile jusqu'à notre ambassade. Stéphane Julien connaît bien le Niger. Il y vit depuis des années et a même été élu conseiller des Français de l'étranger. Dans cette affaire, il a un simple rôle logistique. Il joue en quelque sorte les déménageurs bretons. Mais les choses vont se gâter. Alors que Julien fait rapatrier les affaires de l'adjoint à l'attaché de défense à l'ambassade, son véhicule est saisi par les autorités nigériennes. À l'intérieur, on découvre des documents confidentiels et surtout des uniformes de l'armée de l'air burkinabé. Pourquoi donc un militaire français a-t-il tous ces uniformes étrangers en sa possession? La France préparait-elle une barbouzerie contre Ibrahim Traoré, le putschiste burkinabé qui avait tourné le dos à Paris? Stéphane Julien, lui, il en sait fichtre rien. Mais comme il n'a pas d'immunité diplomatique, c'est lui qu'on met au trou. Il espère bien alors qu'on va le sortir de là. Et surtout, que l'adjoint à l'attaché de défense français, le lieutenant-colonel Philippe Quémaret, va venir s'expliquer, comme les fameux uniformes et les documents confidentiels étaient à lui. Mais Quémaret ne se pointera jamais. Et Julien, qui n'a rien à voir dans toute cette affaire, passera plusieurs jours dans les geôles nigériennes. Vous l'avez compris, la France abandonne. Mais elle peut sauver quand elle veut. Et le plus étrange, c'est qu'elle sort l'artillerie lourde pour des gens qui sont loin d'être des saints. On se souvient de la mobilisation toute personnelle du président François Hollande et de son ministre des Affaires étrangères Laurent Fabius pour faire libérer l'ancien patron d'Elf, Loïc Le Floch-Prigent, détenu en 2013 dans une geôle togolaise, les autorités locales l'accusant d'escroquerie. Cette figure de la France-Afrique avait déjà été condamnée en France pour détournement de fonds et emprisonnée à Fresnes. Mais qu'importe, les plus hautes autorités hexagonales se sont mobilisées pour le faire sortir. Un égard auquel n'a visiblement pas droit la famille Agba.
De retour en France, le Floch Prigent a continué ses petites affaires et est devenu récemment l'un des conseillers d'Éric Zemmour. Mais un autre épisode aura encore davantage marqué les consciences collectives, notamment au Tchad. C'est l'affaire de l'Arche de Zoé. Le président de l'Arche de Zoé et son épouse ont écopé de 2 ans de prison ferme devant le tribunal correctionnel de Paris. Présents pour le délibéré, Éric Breteau et Émilie Lelouch ont été arrêtés dès la fin de l'audience. Le procès s'était tenu entre le 3 et 12 décembre dernier et était revenu sur l'opération visant à exfiltrer vers la France 103 enfants présentés comme des orphelins du Darfour. Le Tchad avait finalement interdit à l'avion de décoller. La justice tchadienne les avait tout d'abord condamnés à 8 ans de travaux forcés pour tentative d'enlèvement d'enfants avant de les gracier. Peu après, c'est la France qui a entamé à son tour des poursuites contre Éric Breteau et sa compagne. Ils étaient poursuivis pour escroquerie, exercice illicite de l'activité d'intermédiaire pour l'adoption et aide à l'entrée ou au séjour de mineurs en situation irrégulière. Si l'attente du verdict est terminée, leur histoire pourrait connaître une seconde vie. En effet, le réalisateur Joachim Lafosse devrait adapter prochainement cette histoire au cinéma. Les anciens responsables de l'Arche de Zoé ne passeront finalement que quelques petites semaines en prison, en France, avant d'être relâchés et d'obtenir du sursis en appel. Une peine bien légère au regard des crimes qu'ils ont commis, en tentant d'enlever en 2007 103 enfants du Darfour, présentés comme des orphelins, mais qui avaient pour beaucoup des parents. L'opinion africaine aurait préféré qu'ils purgent leur peine au Tchad, où ils avaient été condamnés. Mais Nicolas Sarkozy est intervenu personnellement dans le dossier, n'hésitant pas à mettre la pression sur le président tchadien Idriss Déby pour qu'il libère les pseudo-humanitaires. Il faut dire que le médecin et frère de Nicolas Sarkozy, François Sarkozy, avait des liens très forts avec l'association de l'Arche de Zoé, ce qui explique sans doute l'énergie que le président français a mis à faire exfiltrer du Tchad des criminels. Pendant que la France s'active à faire libérer des malfaiteurs de tout poil, les innocents, eux, peuvent croupir en prison. Et encore, je peux vous dire qu'ils peuvent s'estimer heureux. D'autres Français ont fini 6 pieds sous terre. Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont reporters. La journée s'est déroulée sans incident. En tout cas, pour l'instant, tout est calme à Kidal. Des enquêteurs, des amoureux de l'Afrique. Ghislaine Dupont, Claude Verlon, Kidal, RFI. Presque toute une vie professionnelle à RFI, Radio France Internationale. En octobre 2013, ils sont à Kidal pour réaliser une émission sur la crise et la réconciliation dans le nord du Mali suite à l'intervention militaire française contre AQMI. Le 2 novembre, 4 jours seulement après la libération des otages, Ghislaine Dupont et Claude Verlon sont enlevés, puis assassinés. Par qui et pourquoi? Très vite, les proches des 2 journalistes de RFI soupçonnent un lien avec l'affaire des otages d'Arly. Lorsque nous avons eu des contacts en tant qu'association avec les hautes autorités de l'État, les plus hautes, il nous a été répondu à chaque fois que nous avons posé la question, de manière un peu naïve, est-ce qu'il peut y avoir une relation, un lien avec les affaires d'otages? Il nous a toujours été répondu non. À titre personnel, je n'ai jamais été convaincu par ce type de réponse. Jamais. Il faudra un jour que la justice française fasse la lumière sur les zones d'ombre de ce double assassinat survenu en 2013 et qu'elle dise pourquoi, 30 minutes avant l'enlèvement de Ghislaine Dupont et Claude Verlon, un mystérieux hacker est rentré dans l'appartement parisien de Ghislaine Dupont, a piraté son ordinateur qu'elle avait laissé en partant au Mali, a récupéré des dossiers et a vidé la boîte mail. Ce n'est sans doute pas l'œuvre de djihadistes égarés au fin fond du Sahara. Il faut dire que Ghislaine Dupont enquêtait sur l'affaire ultra-sensible des otages français d'Areva, où notre pays a sciemment mis en danger la vie des otages et où une partie de la rançon aurait été détournée. Qui est donc le véritable commanditaire de l'élimination des 2 reporters? 11 ans plus tard, la justice française ne se presse pas pour répondre à cette question et le ministère de la Défense a longtemps refusé de déclassifier des éléments pourtant essentiels à la manifestation de la vérité. Et ça me rappelle aussi une histoire que j'ai vécue il y a longtemps. Vous savez sans doute que j'ai beaucoup travaillé sur le Tchad et sur cette dictature des Déby qui n'a pu perdurer qu'avec l'appui de la France. En 2016, on m'a même arrêté violemment et expulsé du Tchad. Mais Idriss Déby n'en est pas resté là. Visiblement, le meilleur sous-préfet de la France au Sahel avait la rancune tenace contre moi. En décembre 2016, je me trouve à Agadez, au nord du Niger. Rien de fou en apparence. Je suis simplement invité par un ami à la fête nationale et à un festival qui se tient là-bas, dans un pays qui, je le rappelle, est voisin du Tchad. C'est alors que je suis arrêté par les autorités nigériennes, rapatrié sur Niamey et expulsé vers la France. La raison officielle, sécurité intérieure de l'État. En fait, en me coffrant, le président nigérien Mahamadou Issoufou vient de me sauver la vie. D'ailleurs, Mohamed Bazoum, alors ministre de l'Intérieur d'Issoufou, l'a avoué à demi-mot sur RFI. Thomas Dietrich est jeune. Voilà ce qu'il dit. Et cette arrestation pourrait le sauver. Car ce qui m'a été raconté plus tard
c'est qu'Idriss Déby avait envoyé des agents de renseignement tchadiens à Agadez. Et visiblement, c'était pas pour m'offrir des fleurs. Les gars de Déby avaient même rencontré des militaires français à l'aéroport d'Agadez. Les Français ne pouvaient pas ignorer pourquoi les Tchadiens étaient là, quel était le but de leur visite. Mon pays, à minima, et je dis bien à minima, était au courant. Elle a laissé faire. Les types envoyés par Déby m'ont donc cherché dans toute la ville. Ils ont fait la tournée des hôtels d'Agadez. Le projet était de simuler un enlèvement terroriste sous faux drapeau qui aurait mal tourné. Apprenant ce qui était en train de se tramer, Issoufou a heureusement refusé qu'on trucide un Français sur son sol. Les autorités nigériennes ont donc pris les devants. Elles m'ont arrêté en premier. Et c'est pourquoi 8 ans plus tard, je suis encore en vie. Et je peux encore vous raconter 2 ou 3 petites choses sur la France-Afrique devant les caméras.